TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Hongrie et l'Autriche ont de nouveaux ambassadeurs au Togo. Les deux diplomates ont remis leur lettre de créance les accréditant dans notre pays au chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Nous le découvrirons dans cette édition. Et pendant ce temps, le diplomate chinois déjà en place au Togo visite les différents chantiers exécutés par son gouvernement dans notre pays. Hier, il était sur le terrain avec le ministre togolais en charge des infrastructures, Nissao Nyonfam, une manière de raffermir les liens de coopération entre Lomé et Pékin. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé a accordé cet après-midi une audience à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. La rencontre s'est déroulée en 2 temps au niveau du palais de la présidence de la République à Lomé. D'abord à un tête-à-tête entre les deux hommes, suivi d'une séance de travail élargie aux délégations des deux partis. Les échanges ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du plan national de développement PND, les mesures vigoureuses prises par les plus hautes autorités du Togo pour développer le pays et les atouts dont dispose notre pays pour attirer les investisseurs et consolider sa croissance économique. Et sachez que l'ancien Premier ministre britannique est à la tête d'une institution, une organisation dénommée Tony Blair Institute for Global Change, qui travaille avec les gouvernements sur les projets d'investissement prioritaires, la réalisation des réformes visant à l'amélioration du climat des affaires, entre autres. Nous écoutons M. Tony Blair au micro de Chaz Nambaga au sortir de l'audience. Je suis très content d'être ici encore à Togo. Nous travaillons avec le président et le gouvernement ici pour aider le plan national de développement et pour établir les choses qui peuvent donner un vrai avancement du pays. Et je crois que j'ai grande confiance dans le futur ici, parce que je crois que le président et le gouvernement prennent les décisions très importantes. Et je crois que maintenant, on a la possibilité d'attirer les investisseurs ici. Et aussi, on a à Lomé le port moderne, extraordinaire. Donc, c'est possible à envisager qu'on peut avoir Lomé et Togo comme un hub logistique, pas seulement pour le pays, mais pour la région aussi. Pour travailler dans la prochaine année aussi, nous avons maintenant une équipe qu'on peut épandre ici aussi pour faire marcher notre partenariat avec le gouvernement. Et dans la matinée, le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Hongrie et d'Autriche. C'était lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée toujours au palais de la présidence de la République. Le compte-rendu de la cérémonie avec Chaz Nambaga. À gauche, l'ambassadeur de la Hongrie, à droite, celui de l'Autriche. C'est ensemble que les deux nouveaux diplomates sont arrivés pour présenter leur lettre de créance au président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé. La Hongrie et l'Autriche sont deux pays voisins de l'Europe centrale.
Si les relations entre l'Autriche et le Togo sont à l'état embryonnaire, c'est la première fois que la Hongrie établit officiellement des liens d'amitié avec notre pays. Et c'est le diplomate hongrois András Szabó qui en premier a remis ses lettres de créance au chef de l'État. Il lui a indiqué les domaines dans lesquels son pays souhaite développer sa coopération avec le Togo. La Hongrie vient d'arriver dans cette région il y a 2 ans. Nous avons monté notre ambassade au Ghana il y a 2 ans, en 2016. Et maintenant, j'ai eu l'occasion de présenter mes lettres ici au Togo. Donc maintenant, je peux commencer un travail. Vous savez, monter une ambassade, c'est pas évident. Donc il nous a pris quelques temps de s'installer. Maintenant nous sommes installés et nous avons lancé pas mal de projets au Ghana. J'ai expliqué à Monsieur le Président que la Hongrie a décidé d'être présente dans plusieurs secteurs. Donc nous sommes dans l'énergie, nous sommes dans l'aménagement de l'eau, nous sommes dans IT, nous sommes dans la défense, sécurité et surtout dans le secteur de l'agriculture agroalimentaire. Donc j'ai proposé à Monsieur le Président qu'on aimerait voir des mêmes projets ici au Togo, parce que si on est capable de les faire au Ghana, on est capable de faire ici. La première chose qu'on doit faire, il faut une présence physique. Donc j'ai proposé à Monsieur le Président d'avoir un consulat honoraire ici au Togo. Il nous faut quelqu'un qui nous représente ici tous les jours. Il a donné son accord, il a donné son support, donc c'est très bientôt je peux revenir pour inaugurer notre consulat honoraire, et je pense que ça serait vraiment une phase, un moment très important dans nos relations. L'Autriche intervenait déjà au Togo dans plusieurs domaines sociopolitiques et économiques. En décidant de renforcer sa présence au niveau diplomatique, l'Autriche veut raffermir, diversifier et consolider ses relations bilatérales avec le Togo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et moi-même, nous avons fait dans une atmosphère très cordiale et très amicale le point sur l'état des relations bilatérales entre la République du Togo et la République d'Autriche. Et on a constaté conjointement que les relations bilatérales se trouvent dans un état excellent et qu'on va continuer cette coopération aussi dans l'avenir. Cette coopération contient beaucoup d'aspects, mais se concentre surtout sur les domaines politiques, économiques, culturels, mais aussi humains, parce qu'on a des Togolais vivant en Autriche, et ça c'est un élément très important pour le renforcement aussi des relations bilatérales entre nos 2 pays. Le nouvel ambassadeur de la Hongrie au Togo est né le 8 août 1972. Il est titulaire d'un diplôme d'économie et de diplomatie à l'université de Corvinus. De 2009 à 2014, il occupe le poste de consul à l'ambassade de la Hongrie au Maroc. Avant le Togo, András Szabó était depuis juillet 2016 ambassadeur de la Hongrie au Ghana. Il est marié et père de 2 enfants. Le nouvel ambassadeur d'Autriche au Togo est né le 23 juillet 1970. Il a été premier conseiller à l'ambassade d'Autriche en Serbie de 1998 à 2002, puis conseiller à l'ambassade d'Autriche en Chine de 2002 à 2005. De 2006 à 2010, il a travaillé auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye. Il est marié et père de 3 enfants. Visite de chantier du ministre Nissa Ognonfam des infrastructures hier. En compagnie de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo, il s'est rendu d'abord sur le grand contournement, à visiter la 2e composante qui va jusqu'au pôle de contrôle juxtaposé de Mwepe. Les 2 personnalités ont ensuite visité le centre administratif des services de Lomé, en construction toujours par les Chinois. Le compte rendu de cette tournée avec Edem Susupo. Nous sommes sur la 2e composante du grand contournement de Lomé, longue de 21 km, 2 fois 2 voies qui s'étend jusqu'au poste juxtaposé de Mwepe.
Financés à hauteur de 45 milliards de francs CFA par la République populaire de Chine, les travaux sont exécutés à 67,21% et seront livrés en mai 2019. Le ministre des Infrastructures Nissa Oignon-Pham et l'ambassadeur de Chine au Togo, Wei Dong-Chao, sont sur le chantier pour apprécier ce qui se fait et au besoin faire des observations. Cette route est une route inter-État de première catégorie, c'est-à-dire que c'est des routes sur lesquelles on peut rouler jusqu'à 80 km/h et elle est conçue pour se connecter, pour se raccorder à la voie, à celle qui vient du Ghana, à cause du poste de contrôle, des postes de contrôle juxtaposés qui ont été remis officiellement par le chef d'État la dernière fois. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du transport dans la sous-région et surtout sur le corridor Abidjan-Lagos. Donc c'est pour cela que le gouvernement a entrepris la construction de ces travaux. La partie ghanéenne l'a fait également, mais du côté de Togo, nous avons fait une plus grande voie de 2x2 pour pouvoir supporter le trafic et essentiellement le trafic lourd, c'est-à-dire les poids lourds et les autobus. Pour la Chine, c'est au nom de la coopération bilatérale agissante entre Lomé et Pékin que plusieurs projets de développement sont financés. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir voir un peu ces projets de coopération entre la Chine et le Togo. On peut voir un peu le résultat de cette coopération fructueuse. Nous savons très bien, le gouvernement togolais vient de lancer un nouveau plan de développement national qui accorde une grande importance à l'infrastructure, à la construction de corridors. Je suis très content de voir les entreprises chinoises pourraient participer à la construction de ces infrastructures, participer à la réalisation de ces projets fixés par le plan national du Togo. Autre infrastructure visitée, le centre administratif des services qui loge derrière le siège de Togo Telecom, à côté de la nouvelle présidence. Un don de la Chine estimé à plus de 18 milliards de francs CFA. L'immeuble est subdivisé en 4 zones et va abriter 3 ministères. La zone A est destinée au ministère des enseignements primaires et secondaires, la zone B au ministère de la Santé et de la Protection sociale et la zone C au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La zone D, c'est la salle de conférence qui va occuper environ 300 places. Les travaux ont considérablement avancé, 90%. C'est en tout cas le constat fait par le ministre Nissa Oignon-Pham. Je crois que c'est l'un des chantiers qui connaît vraiment des succès, puisque il a été réalisé sans retard et même au terme des travaux, il y aura environ 8 mois d'avance sur le délai imparti. Le projet est réalisé par l'entreprise chinoise Shanghai Construction Group et va être livré dans 3 mois. Au Togo, le processus visant la promotion et le développement de la bioénergie mise en œuvre par la FAO, la GIZ et d'autres partenaires est toujours en cours. Et les acteurs se sont réunis pour la 2e fois à Lomé afin de définir les indicateurs pertinents de durabilité pour la bioénergie parmi les 24 établis, lesquels permettront de mesurer le potentiel de production et d'utilisation de la bioénergie au Togo pour la réduction des gaz à effet de serre. Clarisse Aticlet pour les détails. Le développement et la durabilité de la bioénergie sont devenus une préoccupation majeure pour les pays, particulièrement dans le contexte du partenariat global sur la bioénergie GBEP. Ce dernier recommande en effet le remplacement des combustibles fossiles par de l'énergie propre obtenue à partir des débris végétaux, des matières organiques ou des résidus de récolte, mais tout en préservant la biodiversité. Les acteurs du secteur de l'énergie réfléchissent ensemble pour la 2e fois sur le sujet afin de définir les indicateurs pertinents qui permettront de mesurer l'utilisation de la bioénergie au Togo. Dans nos pays, on a constaté que en voulant utiliser le bois, le charbon de bois pour produire de l'énergie, on détruit nos forêts. Comment nous allons concilier l'utilisation de la bioénergie avec
la conservation de nos ressources biologiques, de nos forêts. C'est l'objet de cet atelier. Il existe 24 indicateurs qui sont fixés pour mesurer l'utilisation durable de la bioénergie. Et dans chaque pays, sur les 24, certains sont pertinents, d'autres ne le sont pas. Aujourd'hui, nous allons ensemble, avec tous les acteurs, réfléchir sur les 24 indicateurs qu'on avait déjà déroulés au cours du premier atelier et retenir l'essentiel, qui sont pertinents et dans le contexte du Togo qu'on peut mesurer pour pouvoir suivre, pour voir si le Togo utilise durablement la bioénergie. Le processus de l'utilisation durable de la bioénergie conduit par la FAO et le GIZ dans les pays de la CEDEAO est en phase pilote au Togo et au Ghana. L'idée, c'est de promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources de la forêt et de garantir la durabilité de la filière bois-énergie. Chaque 20 novembre est célébrée la journée de l'industrialisation de l'Afrique, une occasion pour inciter les pays du continent à s'engager davantage dans le processus industriel et mobiliser la communauté internationale en faveur du développement industriel de l'Afrique. Cette année, la journée est axée sur la promotion des chaînes de valeur régionales en Afrique comme moyen d'accélérer l'industrialisation et la production pharmaceutique sur le continent. Un appel pour la réduction de la dépendance de l'Afrique en produits pharmaceutiques. Les échos de la célébration hier avec Kwasi Glé et Arnaud Kili. Le marché pharmaceutique africain est l'un des plus dynamiques au monde, avec un chiffre estimé à 60 milliards de dollars d'ici 2020. Cependant, la grande partie des médicaments et produits médicaux consommés sont importés. D'où la nécessité de promouvoir une industrie pharmaceutique forte en Afrique avec des normes de qualité afin de réduire la dépendance élevée et répondre aux besoins des citoyens. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est ainsi dédiée à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique figure en bonne place dans cette industrie nouvelle. Et donc le Togo ne peut pas se mettre en marge de cette innovation-là. Nous sommes en train de promouvoir l'industrie pharmaceutique, et non seulement l'industrie pharmaceutique, l'industrie des TIC aussi, qui rentre dans l'ensemble des industries nouvelles. Le gouvernement met le cadre qu'il faut pour que les investisseurs viennent. Le thème de l'année exprime clairement la nécessité de promouvoir les chaînes de valeur pour progresser la transformation structurelle et l'industrialisation. Un thème en parfaite cohérence avec le plan national de développement du Togo. La vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essozi Nanya-Singbe, traduit à travers le plan national de développement PND 2018-2022, celui de transformer structurellement notre économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. L'objectif recherché à travers la mise en œuvre du PND est d'atteindre une croissance forte et inclusive de l'ordre de 8% à l'horizon 2022. Ainsi, la transformation structurelle de l'économie passera par des actions de densification et de diversification du tissu industriel. La promotion et le développement de l'industrie pharmaceutique s'inscrivent donc dans cette logique. Toutefois, la transformation structurelle de l'industrie ne saura être possible sans une garantie d'un marché disponible à recevoir les produits industriels. La part des produits industriels africains dans les échanges internationaux reste toujours insignifiante. Le renforcement des échanges intra-africains apparaît ainsi comme la solution à l'exclusion des produits manufacturés africains. À cette célébration, les partenaires du Togo ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner les autorités togolaises dans la réalisation de cet ambitieux programme. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est instituée pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui de la communauté internationale en faveur du développement de l'industrie en Afrique.
Les pays de l'Afrique de l'Ouest font face à d'énormes problèmes liés aux anomalies climatiques. Les conséquences ont un impact négatif sur l'environnement et le mode de vie des populations. Pour y remédier, la Direction générale de la météo, avec l'appui de l'Organisation météorologique mondiale, a initié une formation de 10 jours à l'endroit des prévisionnistes venus des centres régionaux et mondiaux de la météo. Cette formation permettra aux participants de renforcer leur capacité à mieux utiliser les informations météorologiques pour garantir la sécurité des populations. Le compte rendu avec Narcisse Patinde et Rachel Aoko. De chaleur, des phénomènes météorologiques extrêmes qui n'épargnent pas les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour réduire les risques, des mesures d'adaptation s'imposent et comme stratégie, la prévision numérique du temps. Ces prévisionnistes de l'Afrique de l'Ouest sont donc ici en formation pour s'approprier des meilleures techniques dans la prévision numérique du temps. Les fortes pluies que nous enregistrons sont à la base des dégâts, sont à la base des inondations qui entraînent dans les zones les plus vulnérables des pertes de vie humaines et surtout matérielles. Donc il y a la présence ici à Lomé, les grands centres régionaux et les grands centres mondiaux de prévision numérique du temps qui vont essayer d'inculquer au niveau de nos experts prévisionnistes météo de l'Afrique de l'Ouest les méthodes, les techniques de prévision pour pouvoir donner des informations les plus fiables aux communautés les plus vulnérables. Des experts des centres mondiaux de prévision feront part de leur expertise et expérience dans le domaine pour permettre aux prévisionnistes de disposer de données sûres et fiables dans la gestion des catastrophes. Les modules vont comporter la prévision numérique du temps, l'interprétation de ces produits. Il y a aussi l'interprétation des produits d'ensemble. Ça fait quand on enroule plusieurs modèles, ça donne une meilleure probabilité pour les situations qui vont avoir lieu. L'utilisation des photos satellitaires et aussi la vérification de leurs prévisions. C'est important pour l'amélioration des prévisions. La poussée qu'on veut faire, c'est qu'on ne va pas prédire seulement la météo, ce que la météo va être, mais ce que la météo va faire pour que les gens puissent être informés et prendre des décisions appropriées. La formation se tient sur 10 jours et prendra en compte les acteurs en charge de la gestion des catastrophes et les médias pour s'adapter aux bonnes méthodes dans l'utilisation de l'information météo. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les responsables des partis politiques, des regroupements de partis politiques ou leurs représentants, ainsi que les têtes de liste des candidats indépendants ayant fait acte de candidature pour les élections législatives du scrutin du 20 décembre 2018 à une séance de travail demain 22 novembre 2018 à 9h à l'hôtel La Concorde, situé à la fin des pavés d'Adidouadin à Lomé. Hors du jour, préparatif du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur les médias officiels. Et le suivi et contrôle des médias sur l'étendue du territoire national en période électorale sont assurés donc par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'institution n'entend pas assumer sa tâche à moitié. Après l'acquisition de matériel de monitoring des médias dernière génération, elle est depuis ce matin en renforcement de capacité de ses agents. Ceux-ci vont être bien outillés pour un suivi plus rigoureux des médias dans de leur rôle en période électorale. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Le professionnalisme des médias à l'épreuve des élections législatives du 20 décembre prochain. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC n'entend rien faire à moitié pour un suivi efficace et efficient des organes de presse. Le respect de la déontologie du métier, le temps d'antenne pour chaque liste et candidat indépendant qui prendront part à ces élections seront évalués dans une stricte rigueur par ces agents de monitoring des médias ici en formation. En fait, ces agents sont chargés de faire le suivi des médias qui prennent part à ces élections. Nous avons, grâce au gouvernement, acquis du matériel ultra moderne à plus de 100 millions de francs CFA. Ce matériel est destiné à enregistrer tous les messages
toutes les diffusions, que ce soit les radios, les télévisions. C'est depuis cette salle, vue comme un laboratoire médiatique, que tout est suivi à la loupe. Toutes les chaînes et radios de télévision émettant sur l'étendue du territoire national sont automatiquement enregistrées. Grâce à ce matériel ultramoderne et au logiciel Haka Media Solution, qui facilite le travail. Aujourd'hui, si on suit une émission et on sait qu'il y a eu dérapage, donc la Haka est en mesure, avec l'équipe technique, il suffit de renseigner la base et on nous fait sortir l'émission. C'est un logiciel nouvellement acquis, donc il fallait maintenant qu'on nous forme là-dessus. Tous sont alors conviés à cette école de nouvelles données technologiques. Les commissions techniques de la HAC sont rompues à la tâche pour passer au peigne fin la mission de l'institution conformément à la nouvelle loi organique. La loi organique de la HAC qui vient d'être votée la semaine passée vient de prendre en compte les médias en ligne. Nous avons, avant même l'adoption de cette loi organique, déjà pris une disposition au niveau de la HAC pour réguler ces médias en ligne. La radio, la télévision, la presse écrite en ligne, tout cela sera suivi. L'une des missions assignées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est d'assainir le paysage médiatique togolais en restituant à la presse ses lettres de noblesse, ce qui passe par le respect de l'éthique et de la déontologie. En période électorale, cette responsabilité est beaucoup plus sollicitée dans la gestion du temps d'antenne. Toujours dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales, la Force Sécurité Élection Fosé 2018 était hier en une journée d'échange avec les professionnels des médias et de la société civile sur l'amélioration des rapports de travail entre les commandants de la Fosé 2018 et les différentes parties prenantes. Une occasion pour ces entités de revisiter le rôle qui est le leur dans ce processus électoral. Le compte rendu avec Pierre Soussoupan. Entre deux corps habillés, un civil. L'image renvoie à leur mission première, la sécurité et la protection civile. À un mois des élections législatives, les commandants régionaux et préfectoraux de la Force Sécurité Élection Fosé 2018 échangent avec les professionnels des médias et les organisations de la société civile sur les attitudes devant concourir à la sécurisation du processus. C'est donc un rendez-vous pour permettre aux parties prenantes de revisiter chacune son rôle dans le déroulé des prochaines échéances électorales. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI prend activement part à cette rencontre. Son représentant assure ici la modération des travaux. Ensemble, avec les médias et les forces de l'ordre, on pourra, disons, dialoguer et voir ce qu'il faut faire sur le terrain pour qu'il y ait apaisement, pour que ces élections soient apaisées. Et puisque nous sommes appelés à faire le travail sur le même terrain, et on constate souvent qu'il y a des grabuges entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias. C'est cela que ces genres de rencontres sont souhaitables. Et nous aurons vivement souhaité que ce soit les hommes de troupe qui sont sur le terrain même, qui participent. Et aujourd'hui, nous sommes avec les commandants régionaux et préfectoraux, vivement que l'information puisse rejaillir sur la base et qu'il y ait une franche collaboration entre les deux corps. Depuis 2013, le gouvernement togolais a créé un cadre permanent de concertation entre journalistes et forces de sécurité élargi aux organisations de la société civile en 2017. La rencontre de Ngotien se situe dans le même contexte pour amener les différentes entités à améliorer leurs différents rapports professionnels sur le terrain. Nous savons souvent sur le terrain la cohabitation entre les forces de sécurité, les spécialistes des médias, les organisations de la société civile. Il y a des moments où ça se passe un peu mal. Alors nous avons initié cet atelier pour essayer de renforcer ce qui nous rassemble. Ce qui rassemble ces trois corporations. L'essentiel, c'est avoir des élections apaisées, des élections sécurisées, et que nos compatriotes qui vont s'exprimer dans les urnes puissent retourner à leur domicile sains et saufs.
Donc cet atelier, c'est pour appuyer ce que nous avons déjà initié, ce que nous faisons déjà avec les médias, ce que nous faisons déjà avec les organisations de la société civile. Le même atelier sera organisé aussi à Kara dans 2 jours pour prendre la partie septentrionale de notre pays pour le même exercice. Parce que le moment venu, il faudrait qu'on parle le même langage sur le terrain pour que notre pays sorte grandi de cette élection législative. Au sorti des échanges, le mot d'ordre sera unique. Parvenir à des élections sécurisées, apaisées et sans violence. Ce qui sous-tend la rupture des vieilles habitudes de méfiance. Place donc à la collaboration et à l'acceptation des uns des autres, ciment de la cohésion nationale. Et le ministre de la Sécurité l'a dit, cette même rencontre d'échange entre les commandants de la FOSE 2018, les journalistes et les membres de la société civile aura lieu donc demain du côté de Kara. Par arrêté interministériel, la ministre de l'Action sociale et son collègue ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle arrêtent que les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admis par ordre alphabétique au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, session du 13 septembre 2018. Et la rentrée est fixée au 26 novembre 2018 à 7h30. La directrice de l'École nationale de formation sociale est chargée donc de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, Togo Presse. Après un passage à vide en 2016, le prix Abdoulaye Fadiga a été décerné cette année au Togolais Vigninou Gamadibé, doctorant à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Lomé. Décerné chaque année, chaque 2 ans depuis 2008, ce prix est porté par la CEDEAO pour la promotion de la recherche économique. Les précisions avec Nathalie Panégué et Luc Assi. Ont décidé à l'unanimité d'attribuer le prix à M. Vigninou Gamadibé de nationalité togolaise. Le Togolais Vigninou Gamadibé, doctorant à la faculté des sciences économiques de gestion FASEG de l'université de Lomé, remporte la 6e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Fruit d'un travail de recherche pertinent et pointu, de rigueur, de l'analyse de résultats et de la justesse de la méthodologie. Ce prix de 10 millions de francs CFA est décerné par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO en l'honneur à son premier gouverneur, Abdoulaye Fadiga. Il offre un cadre d'émulation aux jeunes chercheurs dont les travaux auront apporté un éclairage nouveau sur les politiques monétaires ou économiques des pays de l'UEMOA. J'aimerais sincèrement remercier Monsieur le gouverneur, remercier le comité. Le comité d'organisation, le comité de présélection, les membres du jury, le président du jury, les éminentes personnalités dans le monde académique qui sont là aujourd'hui. J'aimerais sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour que nous soyons primés aujourd'hui. Survie des banques de l'UEMOA, les exigences des fonds propres sont-elles pertinentes? C'est l'intitulé de l'article qui a permis aux Togolais d'arriver premier de cette compétition devant 36 autres adversaires. En somme, l'étude révèle le rôle important joué par les fonds propres dans la survie des banques de l'UEMOA en réduisant de manière significative les probabilités de faillite. La revue de littérature est adaptée et satisfaisante. La méthodologie utilisée est novatrice, bien présenté et justifié. Les enseignements et recommandations issus des résultats de l'étude sont clairs et confirment l'importance que doivent accorder les autorités monétaires et bancaires aux avantages d'une bonne capitalisation. Ces fonds propres disposent d'une capacité prédictive de difficultés bancaires sur un horizon temporel allant de 1 à 3 ans. Ainsi, une hausse du ratio des fonds propres de 1% se traduit par une baisse de probabilité de faillite des banques de l'Union
situé entre 2,16 et 2,73%. Des prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA ont été remis à chacun des 3 lauréats qui ont suivi le Togolais. L'édition 2018 du prix Abdoulaye Fadiga coïncide avec le 30e anniversaire de la disparition de ce gouverneur qui a su restructurer cette institution monétaire à travers des réformes structurelles et institutionnelles. Le prix a été institué pour honorer sa mémoire en faisant la promotion des travaux de recherche d'excellente qualité et orientés vers la définition et la mise en œuvre de politiques économiques dans les États. C'était sa vision. Je voudrais féliciter et encourager les chercheurs et universitaires de notre Union à valoriser leurs travaux et à contribuer ainsi à soutenir et renforcer les actions économiques engagées pour la consolidation des performances de nos économies. En effet, lorsque celles-ci se portent bien, cela contribue forcément au mieux-être des populations. Lancé depuis 2008, le prix Abdoulaye Fadiga est décerné chaque 2 ans. La BCEAO, par la même occasion, a reçu un certificat de conformité à la norme PCI-DSS pour une durée d'1 an. C'est la résultante du renforcement du système d'information de la BCEAO via des mesures prises afin d'éviter le vol des données des cartes bancaires BCEAO et leur utilisation à des fins frauduleuses. 28 stagiaires chefs de troupes aéroportés et chefs de section venus de 8 pays de la sous-région ont été formés durant 3 semaines en technique et tactique de saut au centre d'entraînement de troupes aéroportées CITAP de Lomé. Et ils sont désormais aptes à conduire des opérations de saut et ils ont pour cela reçu cet après-midi leur brevet et insigne. Le compte rendu de la cérémonie avec Augustin Kossi. Un rassemblement au centre d'entraînement des troupes aéroportées s'étape avant l'embarquement. Sur le tarmac de la base transport de Lomé, 4 parachutistes togolais et 7 français vont prendre leur envol. Au bout de quelques minutes, lancés à 3500 mètres d'altitude, ils font leur chute sur la zone de saut du s'étape avec beaucoup d'habileté. Impeccable. Cette démonstration donne l'image de ce que vont devenir les 28 stagiaires, chefs de troupes de saut et chefs de section de troupes aéroportées. Ils sont officiers et sous-officiers issus de 8 pays de la sous-région ouest africaine. Pendant 3 semaines, ils ont été formés en technique et tactique des opérations aéroportées. Le lieutenant-colonel Koulibaly de la Côte d'Ivoire est major de la promotion et reçoit tout comme les autres stagiaires brevets et insignes. Ces 3 semaines nous a permis de pouvoir savoir qu'en réalité le saut pour les novices c'est seulement sortir de l'avion. Pourtant en réalité il y a un certain nombre de boulot qui doit être fait avec le saut de l'avion. À savoir, il faut connaître d'abord les distances du terrain, l'avion qu'il faut prendre pour pouvoir calculer le nombre de parents qui peuvent sortir sur la zone de saut, connaître le vent maximum qu'il faut pour pouvoir faire un saut. Donc un tas de choses qu'on apprend au cours de ce stage-là. Donc je pense que c'est un stage très enrichissant qui nous permet, lorsqu'on va entrer dans nos différents pays, de pouvoir entreprendre des actions aéroportées pour des missions futures. 130 militaires des forces armées togolaises font également leur entrée dans la famille des parachutistes après 2 semaines d'entraînement. La formation a été assurée par la représentation diplomatique française ainsi que sa mission de défense. En organisant et en soutenant ce stage au profit des troupes aéroportées, la France s'adresse volontairement aux unités d'élite des différents pays concernés. En effet, depuis la création des troupes aéroportées dans les années 1930 par l'Union soviétique, ces unités ont constitué et continuent de constituer les fers de lance de nombreuses armées. Armes de la surprise, mais aussi parfois du dernier recours, les unités parachutistes doivent permettre à l'ensemble des armées des pays représentés aujourd'hui à cette cérémonie de tendre vers l'excellence. À partir de maintenant, les 28 officiers et sous-officiers des unités parachutistes du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ont la charge de restituer à leurs subordonnés, dans leurs pays respectifs, ce qu'ils ont appris ici. Pour le colonel Sogoyou Pacha, chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Abalo Kadanga,
Cette formation est un impératif opérationnel, surtout dans une sous-région où la menace terroriste est devenue multiforme. Il est impérieux de disposer d'un outil de défense et de sécurité efficace, gage de stabilité et de prospérité. C'est pour cette raison que le chef de l'État, chef des armées, a autorisé la tenue de cette formation sur le sol togolais, non seulement au profit des forces armées togolaises, mais aussi au profit des armées sœurs présentes ici. Dans son esprit, la formation et l'entraînement des troupes est plus que nécessaire pour la préservation d'un climat de paix et de stabilité tant nationale que sous-régionale. J'aimerais juste vous dire deux choses. Elles doivent guider vos actions jour et nuit. La première, c'est l'humilité. La seconde, c'est un triptyque. Rigueur, méthode, discipline. Ce stage régional revêt un caractère tout aussi particulier, celui d'une intégration sous-régionale, car il est toujours mieux de combattre côte à côte si on se connaît bien. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.